Voilà, donc c'est parti. Donc déjà, bonjour à tous. Merci à Virginie d'avoir répondu une nouvelle fois présente sur cette visioconférence. Je te laisserai, Virginie, te présenter pour pas faire d'impair sur ton curriculum vitae. Voilà, je vous rappelle que ces webinaires sont nés au cours du confinement, comme quoi le confinement a aussi eu des bienfaits, il a au moins eu ce mérite-là. Il rentre pleinement, en fait, ce webinaire dans un contexte de développement, de structuration de la préparation mentale au sein de la Fédération française de cyclisme, dont Virginie est la référente. Très clairement, voilà, il s'inscrit dans une démarche de diffusion, d'information de contenu spécifique de la préparation mentale. C'est une volonté forte de la direction technique nationale de diffuser cette information auprès de ses licenciés. Donc, voilà, on est dans une... Alors, ça arrive en même temps. On est vraiment en plein dans le... Comment dire, dans les directives techniques nationales, tout du moins dans le projet de performance fédérale qui veut développer ce point-là auprès de ses licenciés et auprès de ses équipes de France. Donc voilà, on est vraiment dans le cadre du projet de performance fédérale. Donc, Virginie va nous parler durant ces 45 premières minutes de la préparation mentale et plus spécifiquement de la motivation. Donc, elle va faire un petit rappel de contexte de ce qu'est au final la préparation mentale. C'est pour qui, c'est quand qu'elle est réalisée, pourquoi elle peut être réalisée et par qui. Voilà. Et forcément, ça induira voilà, ce que comporte la préparation mentale. Et puis ensuite, on se tournera vers la motivation. Et voilà, elle nous parlera voilà, tout simplement déjà, elle nous définira ce qu'est la motivation, parce qu'on le verra, c'est un terme quand même générique, mais voilà, elle nous fera une définition précise de ce que c'est, avant de voir comment on peut développer cette motivation, et puis quelles sont les méthodes pour développer cette motivation. Donc voilà, c'est à la fois une approche théorique de ce qu'est la motivation, mais aussi avec pas mal d'exemples pratiques et concrets que vous pourrez réutiliser dans vos structures. Voilà, donc j'espère avoir bien situé le cadre. Je vais maintenant passer la parole à Virginie qui va se présenter et qui pourra ensuite attaquer sa présentation. Merci Virginie encore et à tout à l'heure. Merci Emilian, en tout cas, pour faire perdurer cette initiative de la Fédé et de la DTL de pouvoir informer, diffuser autour de la préparation mentale. Il est vrai que c'était le 29 mai, on avait fait un webinaire sur qu'est-ce que la prépa mentale, de façon assez générique. Et là, il y en a 3 autres qui s'articulent suite aux demandes, en tout cas, des participants et participantes précédentes, autour de la thématique de la motivation. On va aller un peu plus en détail et présenter, en tout cas, ce que c'est. Et des outils. On va se retrouver après, si ma mémoire est bonne, le 9 juillet autour de la question des émotions, de la gestion des émotions. Et après, le dernier rendez-vous estival, avant d'autres, autour du rôle des parents dans l'investissement et l'engagement sportif de nos jeunes. Pour me présenter assez rapidement, donc je suis préparatrice mentale au sein de la Fédération de cyclisme. Je suis aussi enseignante-chercheuse à l'Université de Lyon 1 en psychologie du sport. Et depuis 1 an et demi, je suis référente au sein de la fédération sur cette thématique-là, avec la volonté de diffuser, d'informer, de présenter ce qu'est la préparation mentale et de pouvoir la rendre accessible, même si j'interviens auprès des élites et des équipes de France, de pouvoir la rendre accessible à tous les publics et à tous licenciés, quel que soit leur âge et leur niveau de compétition. Donc, avant de commencer ça, je vous ai envoyé un petit message. Qu'est-ce que c'est pour vous, en tout cas, la motivation? Quels sont un peu les mots-clés, selon vous? Et n'hésitez pas, comme a dit Emilian, de converser, en tout cas, sur la conversation de la réunion. Et ça lui permettra, en tout cas, d'attraper vos questions en plein vol. Donc, je vais vous partager. J'ai fait un support PowerPoint pour compléter mes propos. Et donc, c'est parti. Hop.
Donc, dans la question comprendre la motivation de l'athlète pour l'aider à mieux la gérer, l'enjeu est réellement de répondre et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui motive un pitchoun, un jeune enfant de 5-6 ans à s'investir dans la pratique du cyclisme et comment l'accompagner dans le développement de sa motivation. Au même titre, comment finalement nos jeunes femmes, parce qu'elles sont jeunes, qui ont réussi à acquérir leur sélection pour les Jeux Olympiques en piste, en poursuite par équipe, comment elles doivent aussi maintenir un certain niveau de motivation pour s'engager de façon importante au quotidien. Donc le discours, il se voue vraiment à avoir une grille de lecture et voir des outils qu'on peut utiliser à tout public et qu'on pourrait adapter en fonction de l'âge et du niveau de compétition. Avant cela, du coup, reprendre des éléments qu'on avait déjà abordés la dernière fois, qui sont des éléments du contexte autour de la question de l'entraînement mental. Pour moi, c'est très important de mettre en avant que tout comme la préparation physique, technique et tactique, on s'entraîne mentalement. C'est pas qu'en réponse à un problème, d'accord? Je fais affaire à la prépa physique, pas quand je suis blessée, c'est un peu tard. Qu'est-ce que je peux faire en prévention? Et à l'heure actuelle, les habiletés mentales ne sont pas suffisamment entraînées. Les ressources mentales, les habiletés mentales qui sont telles que gérer son stress, avoir de la confiance en soi, être motivé au quotidien, devenir un leader, avoir un rôle dans une équipe, travailler, vivre en groupe, se motiver, etc., sont aussi des ressources utiles qui nous permettent d'affronter la vie au quotidien. À l'idéal, ça pourrait être des compétences qui pourraient être développées dans le système scolaire, c'est le cas en tout cas pour les pays nordiques, mais en tout cas, c'est des ressources qui sont utiles dans un domaine d'accomplissement qui est le sport, mais à l'école, gérer mon stress, mon projet professionnel, me motiver, ce sont des thématiques en tout cas qui peuvent être abordées de façon réappliquée dans le monde professionnel et dans le quotidien. Ça renvoie aussi du coup à une idée d'entraînabilité, c'est-à-dire que quand on s'entraîne mentalement, c'est pas je fais une séance, un entretien et les choses vont bouger, s'améliorer, se perfectionner. Quoi qu'il en soit, la préparation mentale fait référence à des sciences, il y en a plusieurs, la psychologie sociale, les neurosciences, j'en oublie, et s'appuie principalement sur des outils qui nous permettent de faire un état des lieux de mon niveau mental, comme je peux faire un état des lieux de mon niveau technique, et à partir desquels je cherche à développer ces compétences-là. Du coup, l'enjeu est réellement, tout comme les autres compétences, qu'elles soient techniques, tactiques ou physiques, c'est au début évidemment de faire découvrir, parce qu'avec des jeunes enfants de 7 ans, moi j'interviens avec des jeunes basketteurs, je leur fais découvrir quels sont les différents outils avec leur grille de lecture et leur niveau de compréhension. On développe après petit à petit des habitudes et des routines, c'est intégré dans la planification pour aller jusqu'après un niveau d'expertise, l'accompagnement des élites qui nous permet après de travailler sur le perfectionnement de certains détails qui pourraient en tout cas permettre d'atteindre la très haute performance. Mais voilà, on passe forcément par une phase de découverte qui me permet de mieux comprendre les outils et les façons de développer mes ressources mentales. J'aime bien présenter en tout cas ce schéma-là sur le mental de l'athlète, à quoi ça fait référence. C'est assez simple de penser qu'il y a 4 grandes dimensions. Et on va voir aujourd'hui le niveau motivationnel, donc je ne vais pas y revenir en détail parce qu'on va essayer d'approfondir ça sur les 3 quarts d'heure de présentation. Il y a le niveau émotionnel aussi, tout ce qui concerne la gestion des émotions. Il y a le niveau cognitif, qu'on parle souvent d'attention, concentration. Comment je peux le travailler pour faire en sorte que mes jeunes soient plus attentifs. Et on sait qu'à l'heure actuelle, au regard des sollicitations et du mode de vie qui ont changé, c'est peut-être une thématique qu'il faut encore plus travailler. Et le quatrième gros chapeau, ce sont les aspects relationnels, tout ce qui a aspect à la relation entraîneur-entraîné, tout ce qui concerne la vie de groupe, la cohésion, mon rôle dans l'équipe, appartenir à un groupe. C'est des choses qui se construisent au travers souvent des stages de cohésion et différentes expériences. À partir de là, sur le mental, on a des outils. On peut utiliser l'entretien individuel. On peut, dans l'entretien, utiliser un questionnaire. On peut questionner la tête sur ses ressources mentales. On peut utiliser des échanges collectifs sur des thématiques. Lorsque je travaille sur la cohésion, ça a été le cas avec l'équipe de France de piste endurance. C'était travailler collectivement sur la cohésion et la communication. On peut échanger aussi par petits groupes. Des fois, c'est intéressant peut-être de ne pas avoir un groupe trop large. Et pour compléter, en tout cas,
notre évaluation, il est important aussi d'observer les coureurs et les coureuses à l'entraînement et en compétition. Dans ce que je vois, on va le voir après sur la motivation, je peux faire des hypothèses sur la capacité de l'athlète à se motiver, à s'échauffer, à gérer ses émotions, à se concentrer tout au long de l'épreuve. Donc voilà un peu pour renforcer l'idée qu'il y a des méthodes, il y a des thèmes, il y a des outils. La préparation mentale, l'entraînement mental, il s'évalue et que c'est accessible à tout public si j'ai, en tant intervenante, des compétences pour le faire. Bon, on se concentre sur ce qui nous intéresse et c'est un thème passionnant en tout cas que j'adore, moi, qui est la question de la motivation. Parce que c'est un thème qui renvoie à beaucoup de choses. Quand on demande à un entraîneur, une entraîneuse, des athlètes, un bénévole, qu'est-ce que c'est la motivation? Bien souvent, en fait, on nous renvoie vers des dimensions qui renvoient à l'attitude de la personne. Sa capacité à être déterminé, à son engagement, à des choses. Quand on parle de motivation, souvent on renvoie à des comportements visibles, à la partie visible de l'iceberg. Et dans la motivation, il y a énormément de choses. Et au-delà de cette partie visible qu'on peut percevoir, il y a aussi toutes les évaluations qu'on fait de ces comportements. C'est-à-dire qu'on peut dire en termes de pensée et d'émotions qui sont associées en fait à l'engagement ou au désengagement. Tiens, cette personne, elle manque de volonté, elle a de la détermination, elle joue avec son cœur, elle mouille le maillot. Et là, c'est toute la dimension émotionnelle qui se rajoute finalement à cette question de la motivation qui n'est pas neutre en fait. Ça renvoie certes à la capacité à s'engager, à être discipliné, à être méticuleux, méticuleuse, à se dépasser, à être volontaire, mais aussi à ces comportements visibles s'alimentent en tout cas des évaluations émotionnelles sur les comportements. Et donc, la motivation, c'est un terme générique, c'est un terme fourre-tout, avec la difficulté justement, et l'objet de ce séminaire, c'est de pouvoir le définir et de vous donner des outils pour mieux comprendre et de sortir de cette définition générique et basique, en fait, de dire, ben non, lui, il n'est pas motivé, elle n'a pas envie, oh, lui, il est déterminé, elle, on voit qu'elle est engagée, qu'elle est concentrée, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sous cette partie invisible, en tout cas, de la motivation. Donc, c'est un terme générique et qui est des fois difficile à cerner. Et du coup, je vais essayer de vous proposer une définition qui nous permet, en tout cas, ensemble, d'y voir plus clair. C'est une définition que j'aime bien proposer aussi à mes étudiants et mes étudiantes parce qu'elle montre les différentes facettes de ce concept. En particulier, en fait, c'est un construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et externes qui produisent le déclenchement, la direction et la persistance du comportement. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un construit hypothétique? C'est-à-dire que sur la base de ce que je vois, je fais des hypothèses sur l'état mental de la personne. Bon, après, sur la base de ce que je vois, je peux, et je vous invite justement à interroger l'athlète, parce que des fois, il y a un peu des écarts entre je t'ai perçu un peu désengagé dans l'entraînement, et peut-être que la personne, elle ne s'est pas perçue désengagée dans l'entraînement. Donc, en tout cas, hypothétique, parce qu'on fait des hypothèses sur l'état mental de la personne. On déduit, en fait, de la façon dont il approche l'exercice ou la tâche, de par ce qui nous met en avant, c'est-à-dire son comportement. Et c'est en cela, en fait, que on va le voir après, c'est un construit hypothétique qui met en avant les forces internes et externes. C'est en cela que la motivation, en fait, c'est multifactoriel. Les forces internes, ça renvoie à quoi? Ça renvoie aux caractéristiques de la personne, sa volonté, ses objectifs, sa capacité de résilience, ses caractéristiques de sa personnalité. Tout ça participe, quoi qu'il en soit, à définir la motivation de la personne. Et on a aussi finalement les forces externes. C'est quoi les forces externes? C'est le contexte, l'environnement, la situation, l'aménagement de mes séances, l'objectif de mes séances, l'aménagement matériel de mes séances, la compétition qu'on va réaliser. Tout ce que finalement l'environnement, et quand je dis l'environnement, je pense souvent à l'encadrement, à l'entraînement, à l'entraîneur, à l'entraîneuse et aux bénévoles et nous-mêmes aussi, comment dans mon environnement je me structure de façon à ce que je sois motivée et engagée. Mais c'est pour le coup quelque chose de multifactoriel parce que c'est à la fois à l'intérieur de l'individu et c'est à la fois à l'extérieur de l'individu. Et qui se traduit du coup par... du coup, ça rajoute de la complexité et c'est pas si simple en fait. C'est pas en percevant une personne que je peux émettre un jugement en tout cas sur son niveau d'engagement et son niveau motivationnel. C'est important d'aller le valider en tout cas auprès des sportifs.
En fait, du coup, ça renvoie à des comportements, au déclenchement, à la direction, à la persistance du comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, au lieu d'aller m'entraîner, je reste dans mon canapé, j'ai des informations, en tout cas, sur mon niveau de motivation. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas motivée, mais en tout cas, je ne suis pas engagée pour pouvoir aller m'entraîner. Je préfère finalement être passif que d'être active et d'aller m'entraîner. Ça renvoie à la direction. Je vais faire quelque chose. Pourquoi, en fait? En vue de quel objectif? Pour atteindre quoi, en fait? Quand je fais un exercice, je réalise quelque chose je vais guider mon énergie vers des choses particulières, des objectifs de la séance. Alors, le déclenchement, c'est l'état de passif à l'état actif ou actif à l'état passif. C'est ce qui met en motion, en activité. Et la direction, c'est vers quoi, en fait? Vers quel objectif? Et enfin, la persistance, c'est la capacité à maintenir nos efforts, en fait. Et c'est, par exemple, c'est quand c'est Nouvel An et qu'on se dit, allez, on va s'entraîner régulièrement et qu'on va se remettre en forme, etc., etc. Et souvent, la difficulté, en fait, c'est de maintenir cet engagement, c'est de persister, en fait, à s'engager et à pouvoir, en tout cas, se motiver. Et c'est en cela que c'est une définition qui est complexe et qu'il faut bien comprendre, en tout cas, ces différents facteurs à partir desquels on peut comprendre la motivation. On va finir sur l'aspect définition. C'est un concept aussi hiérarchique. Ça veut dire quoi hiérarchique? Je ne vais pas vous affluer de mots barbares, mais je peux être une personne qui finalement, globalement, est plutôt proactive, aime bien aller m'entraider, aime bien mettre des choses en place. Ou alors, je suis plutôt une personne qui a plutôt tendance à remettre des choses au lendemain, à procrastiner, à laisser faire en tout cas des choses. Donc ça, c'est ma motivation globale envers soit mon activité cyclisme, soit envers l'école. Ma motivation contextuelle, je peux être motivée pour aller à l'entraînement. Donc c'est un peu plus lié à la situation. C'est ma motivation, en tout cas, qui me renvoie, c'est mon état général, ma motivation à aller m'entraîner. Et après, on a ce qu'on appelle la motivation situationnelle. Je peux être motivée tout le temps pour aller m'entraîner, mais la thématique de la séance, aujourd'hui, elle me plaît ou elle me plaît pas trop. Ma motivation situationnelle, qui est liée à l'exercice, à la situation, elle peut être moyenne. C'est-à-dire que je peux être une personne globalement enthousiaste à aller m'entraîner, aimer m'entraîner, mais finalement un peu moins enthousiaste et un peu moins de plaisir à aller, en tout cas, réaliser cet entraînement qui répond à cette thématique-là. Donc voilà, c'est bien comprendre cet aspect hiérarchique et zoom. Évidemment, si je suis une personne pleine d'entrain, il y a des chances que ça va affecter ma motivation contextuelle et situationnelle. Donc voilà, il est vrai que des fois, on va le voir, qu'il y a des tâches qui ne sont pas intrinsèquement intéressantes et pour autant, pour lesquelles il faut quand même qu'on s'engage et qu'on réalise. Tout n'est pas super motivant dans la pratique du cyclisme et identifier ce qui peut nous motiver et pourquoi on s'engage. Alors, si on s'intéresse en tout cas à la motivation, moi, c'est pas, on ne parle pas en termes de quantité de motivation. On n'est pas motivé ou trop motivé. C'est pas vrai, en tout cas. C'est pas ce que nous invite la littérature scientifique. La littérature scientifique, elle nous invite à nous interroger sur la qualité de la motivation. On peut avoir une motivation de moins bonne qualité ou une motivation de grande qualité. Et comment, finalement, avoir des grilles de lecture pour s'améliorer sur la qualité de la motivation. Donc, il y a 4 grands types de motivation qui, dans la littérature, hein, c'est principalement la théorie de l'autodétermination. Hein, autour de la complexité de cette thématique de la motivation, il est vrai qu'il existe à l'heure actuelle une trentaine de théories pour comprendre ce que c'est le concept de motivation. Donc, on ne va pas voir les 30 théories, on va en voir une, qui est la théorie de l'autodétermination, qui est plutôt une grille de lecture intéressante et accessible, qui nous permet en tout cas de mettre des choses en place et qui répond en tout cas aux enjeux contemporains et c'est celle qui est plutôt mise en valeur. Alors, les 4 types de motivation, ça renvoie à pratiquer quelque chose pour le plaisir. Et je vous avoue que dans la hiérarchie, pratiquer pour le plaisir, c'est la raison la plus puissante qui va permettre de faire que je m'engage, que je m'investis de façon durable. D'accord? C'est le plaisir. Alors après, chacun sa définition du plaisir pour la pratique du cyclisme. Hein. Ça peut être le plaisir de rouler avec des amis. Ça peut être le plaisir d'apprendre de nouvelles techniques. Ça peut être le plaisir de gagner des compétitions. Pauline Ferrand-Prévot, c'est le plaisir en fait de reconnaissance et d'accessibilité à la très haute performance. Mais là, on a chacun notre définition du plaisir. Il y en a là, le plaisir, c'est dans la capacité à fournir des efforts très importants et violents et à se dépasser. Donc ça, c'est le motif, en fait, c'est la qualité de motivation la plus importante. La deuxième qualité, c'est ce qu'on appelle
s'investir parce que j'y mets du sens. C'est-à-dire que intrinsèquement, tout n'est pas intéressant, mais je vais faire cet exercice parce que ça va avoir des répercussions sur ma capacité à être plus performant ou plus performante. Par exemple, c'est traditionnellement, et j'aime pas dire ça parce que j'adore la prépa physique et le renforcement musculaire, c'est de se dire, allez, on a une séance de muscu, c'est pas forcément ce qui me passionne. Et je sais que c'est important de développer de la force dans ma pratique du cyclisme. Je sais qu'à la fin d'une heure de séance de renforcement, de levée de poids, etc., je vais être fatiguée et rincée. Mais j'y mets du sens et c'est pour ça que je vais être motivée et engagée et être investie sur la séance qui va arriver. Et après, on a ce qu'on appelle, et du coup, on va peut-être faire le lien avec ça, mais ces deux types de motivation, c'est ce qu'on appelle des motivations autonomes. C'est-à-dire que l'individu, il a déjà les motifs intrinsèques et positifs pour s'engager. C'est vraiment une motivation où il n'y a pas besoin, en fait, de pousser l'individu à faire certaines choses. Par contre, il faut qu'il comprenne pourquoi il s'investit, on le verra après. Les deux autres raisons, c'est m'investir pour, pour avoir quelque chose en retour ou pour éviter une menace. Alors, pourquoi j'ai mis de l'argent et pourquoi j'ai mis Philippe Lucas? On peut s'interroger. Je vais aller m'entraîner parce que si je ne vais pas m'entraîner à chaque fois qu'il y a des entraînements, il se peut que l'entraîneur ou l'entraîneuse ne me mette pas leader de la prochaine course. Il se peut que finalement le manager a vu mes absences et voit que je ne suis pas très investie et du coup va m'écarter un peu de certaines étapes importantes du calendrier. C'est-à-dire que je ne vais pas trop m'entraîner pour le plaisir et pour le sens que j'y ai mis, mais c'est pour éviter quelque chose ou pour avoir une récompense, pour être validé en tout cas dans l'équipe qui est présentée. Et après, il y a la menace. Donc, c'est vrai que bon, quand on connaît un peu la pédagogie, même si elle a évolué de Philippe Lucas, c'est la capacité, en tout cas, à venir. Sinon, je vais recevoir des brimades et je vais être menacée, entre guillemets, par mon entraîneur et je vais sentir que c'est pas très bien si je vais pas m'entraîner. Et là, on est dans des motivations contraintes, en fait. Contraintes par des facteurs externes qui sont avoir quelque chose en retour ou éviter quelque chose en retour, qui sont soit avoir une récompense. Des fois, les cyclistes de haut niveau, ils vont s'entraîner parce qu'en récompense, ils sont aussi payés. Donc, c'est quand même ce salaire, c'est une sorte de motivation contrainte malgré tout. Et le sentiment de menace, donc on ne va pas y revenir trop en détail là-dessus. Emilien, je continue. On verra s'il y a des questions qui émergent. Du coup, petit à petit, c'est se questionner déjà. Moi, quand j'ai affaire à travailler même avec... Moi, j'interviens moi principalement... quand j'entraîne dans le basket, j'entraîne pas dans le cyclisme, mais j'entraîne des petits. J'aime bien m'intéresser à savoir pourquoi les gamins ils sont là, pourquoi les jeunes ils sont là. Qu'est-ce qui vous fait venir là dans le club de cyclistes? Quelle est la raison? Connaître la raison de la présence des gens qui sont là, ici, maintenant, dans votre club, dans les séances d'entraînement. De la même manière, c'est pourquoi tu t'investis dans un projet de haut niveau. Quelle est la raison? Qu'est-ce que tu cherches à atteindre? Du coup, je vois aussi ce que la littérature montre sur les raisons d'engagement et les raisons d'abandon de la pratique, en fait. Donc, les enfants, ils vont venir pour apprendre, pour progresser, pour prendre du plaisir, pour s'amuser. Pour certains, ça va être de se reconnaître, avoir de la reconnaissance, s'accomplir à travers les compétitions, à travers des médailles, être une personne qui est visible. Pour certains, ça va être, moi, je suis venue parce que j'ai un pote qui fait du vélo et donc, du coup, voilà pourquoi je suis ici. Mais c'est aussi pour faire partie d'un groupe, parce qu'on est tous sensibles à appartenir à une équipe. Il y en a qui sont là aussi pour faire plaisir ou par le choix des parents. Évidemment, quand vous avez passé 10 ans à être bourlingué dans les courses de cyclisme ou dans les gymnases, évidemment qu'il y a plus de chances que vous fassiez du cyclisme que vous fassiez du hockey sur gazon, parce que vos parents pratiquent déjà et vous poussent à vous inscrire dans le club. Et la sixième raison, c'est la forme physique et la forme mentale. Donc ça, c'est une raison plutôt qui apparaît avec l'âge. C'est-à-dire, je pratique pour être en forme physiquement ou mentalement. Et quand on a affaire aux enfants, c'est intéressant de savoir un peu Je viens parce que finalement, mon père fait du vélo et du coup, il m'a dit, il faut que je fasse du vélo. Bon, ok, ça c'est quand même une motivation plutôt extrinsèque. Comment j'essaie de faire en sorte que les raisons un peu plus éloignées, les mauvaises raisons de qualité en fait d'investissement, qui sont de faire quelque chose pour faire plaisir ou parce que mon père m'a mis dans cette séance ou ma mère m'a inscrite. Comment faire en sorte que ces motivations elles deviennent un peu plus plaisir et que l'enfant il y mette plus du sens?
Et c'est en tout cas le rôle de l'entraîneur et l'entraîneur. Sur l'abandon, en fait, du coup, par défaut, hein, j'abandonne une activité parce que je sens que je ne progresse pas, je me fais pas plaisir, je ressens une certaine pression à la compétition. Donc, il y en a qui aiment la compétition, il y en a qui n'aiment pas. Et c'est important de connaître, en fait, si la personne, elle est là vraiment pour partager quelque chose ou pour faire des compétitions. Parce que des fois, il y a un conflit dans le groupe. Donc, quand on est amené dans certaines disciplines à rouler ensemble, et ben, on va voir après quel travail on peut faire. Un conflit avec le ou la coach, en tout cas avec l'entraîneur, une mésentente. Et des fois, je peux arrêter une activité parce que je suis blessée ou pas en forme. Voilà, donc c'est important de savoir pourquoi les gens ils sont là. Après, ils le mettent avec leurs mots, hein, en fonction de leur âge, et de pouvoir faire en sorte, évidemment, qu'on les amène vers une pratique orientée vers l'amusement et le progrès, qui sont des motivations qui perdurent en fait dans le temps pour pouvoir en tout cas avancer. Donc du coup, connaître la raison de leur présence et puis on va le voir petit à petit, mais c'est vrai que quand on parle de la question de la motivation, on va parler beaucoup de la question de la fixation d'objectifs. On va pas aller en détail sur la technique parce que les outils, on pourra vous les faire partager, ils existent. La question, c'est pourquoi et comment utiliser ces outils. C'est vrai que pour être motivé, il faut avoir des objectifs, voir des objectifs à la séance, à la semaine, sur un cycle, des objectifs qu'on évalue et qu'on réévalue. Et du coup, ça nécessite en tout cas de maîtriser la technique de fixation d'objectifs. Donc voilà trois outils rapides, hein. Score, c'est un outil qu'Emilian a pas mal développé, en tout cas qui l'utilise beaucoup, hein, de pouvoir en tout cas mettre en avant une situation, quelles sont les réponses à la situation, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place et quelles ressources j'ai ou quelles ressources je dois développer pour atteindre cet objectif-là. Il y a plein de fiches de fixation d'objectifs. C'est intéressant aussi de partir des qualités de la personne. Quelles sont ses qualités actuelles et selon toi, qu'est-ce que tu as amélioré? Qu'est-ce que tu sais bien faire à l'entraînement? Qu'est-ce qu'il faut que tu améliores aussi en compétition? Voilà. De partir de ce que les gens sont et font bien, plutôt qu'à chaque fois d'aller vers les carences, en tout cas. Qu'est-ce que vous savez bien faire? Et finalement, si vous voulez progresser en fonction de vos objectifs de perf ou d'amusement, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Du coup, voilà, il y a un certain nombre d'outils qu'on rajoutera d'ailleurs en support à cela qui vous permettra en tout cas d'y voir un peu plus clair et de pouvoir les expérimenter, les opérationnaliser. C'est intéressant des fois de donner la fiche d'objectif, que l'athlète la remplisse, il vous la rende et puis derrière on peut réaliser un entretien pour approfondir et mieux comprendre les compétences à développer. Et j'aime bien rajouter compétences physiques, techniques, tactiques et aussi mentales au même titre que les autres. J'ai des qualités à pouvoir développer mentalement pour être plus efficace. Comment développer la motivation? On va le voir juste après sur trois sentiments importants, forts, hein, qui sont ce qui anime l'individu, c'est de se sentir compétent, autonome et proche de son environnement. Et comment nous, en fait, parents, entraîneurs, entraîneuses, bénévoles, on peut en tout cas, on est acteur et actrice de la motivation des personnes qu'on encadre, de la même personne que l'athlète est acteur et actrice de sa motivation, mais on est la force externe, en fait, qui va permettre de modeler cet investissement et cette motivation. Et d'ailleurs, souvent, l'outil que je vous présente ici, je suis passée un peu vite sur compétences, autonomie et proximité parce que les prochaines diapos reviennent en détail là-dessus. Et n'hésitez pas, en tout cas, de noter des choses sur le groupe de conversation. Ça permettra, en tout cas, peut-être des fois à Emilian de m'interrompre et de réagir à certaines diapos et à certains contenus. Du coup, moi, j'aime bien, pour expliquer aux athlètes, ça, c'est un outil que j'avais construit à l'époque où je travaillais avec les jeunes du centre de formation de l'ASVEL. C'était motivation, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est se mobiliser au quotidien ou tout au long de son projet. Et finalement, c'était de les faire auto-évaluer sur est-ce qu'ils se fixent des objectifs? Si oui, quel type d'objectif? Est-ce que finalement, ils sont organisés? Est-ce que ils sont autonomes? Parce qu'on va le voir après, compétence, autonomie et proximité, c'est des valeurs fortes en tout cas qui rallient à la motivation. Et du coup, c'est assez simple en fait de créer pour développer sa motivation, c'est être capable de se fixer des objectifs, être autonome. Et comment je peux être autonome? Un enfant de 7 ans ne sera pas autonome de la même manière qu'un adolescent de 14 ans, qu'un adulte de 20 ans et qu'un élite sportif de haut niveau. Mais comment? C'est important en tout cas de mettre des mots et de prendre le temps d'expliquer ces concepts-là à vos sportifs et du coup de créer des outils. Ça, c'est un outil que j'avais créé. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime travailler, qui demande du temps de travail
supplémentaires? Est-ce que je suis ponctuelle? Et ça permet en tout cas de mieux caractériser la personne. Du coup, on va aller dans le vif du sujet sur la motivation. On a vu que c'était important, en tout cas, de connaître les raisons d'implication de la personne. C'est important de se fixer des objectifs parce que ça guide notre attention vers quelque chose de précis. Ça renvoie directement à la question de la direction du comportement. Hein. Vous vous rappelez, déclenchement, direction, persistance du comportement. Et c'est des outils qui nous permettent d'avancer. Et la théorie contemporaine, c'est la théorie de l'autodétermination qui renvoie sur le fait que on est chacune nourri par des besoins psychologiques fondamentaux qui nous poussent à agir. Au quotidien, en fait, on a envie de se sentir compétent, hein, que ce soit à l'école, que ce soit dans ma pratique du cyclisme, que ce soit dans ma famille, que ce soit avec mes enfants, que ce soit dans mon association de philosophie, que ce soit dans mon association écologique, que ce soit dans mon engagement politique. C'est la volonté, en tout cas, de se sentir efficace et compétent dans les domaines d'accomplissement. Donc, on va voir comment on peut le faire. Hein. On va voir quelques outils encore pour approfondir ça. Un autre besoin important, c'est le sentiment d'autonomie. C'est se sentir à l'origine de ses propres comportements. C'est-à-dire que si plus je suis autonome, plus je vais être engagée. Plus on me demande mon avis, plus je vais être engagée. Plus on me demande comment tu penses t'organiser, Virginie, on m'engage en fait. On me demande mon avis, ça va m'aider à m'engager. Plus on me dit ce que j'ai à faire, moins je me pose de questions et moins il y a de chances que je me sente autonome et plus j'ai de chances que je me sente contrôlée en fait. On va le voir après. Et la troisième raison en fait qui nous anime hein, à nourrir notre état mental, c'est la capacité à se sentir proche de notre environnement social. Donc là, l'environnement social, c'est le club, ça peut être l'équipe dans laquelle j'appartiens. C'est mon désir de connecter à d'autres personnes, d'appartenir à un groupe social. Et ça se construit, c'est pas naturel. Ça nécessite, on va le voir après, des stratégies, des exercices, une posture, un questionnement, accueillir les nouvelles personnes, expliquer le mode de fonctionnement, etc., etc. Mais en fait, à l'école, dans ma famille, dans mon club, dans mon équipe, avec mon entraîneur, avec les bénévoles, j'ai un souhait en fait de me sentir connecté à mon environnement avec les personnes qui nous entourent. Après, il y a deux visions. Évidemment, ce que je vous ai présenté, c'est la vision verte, hein, c'est-à-dire la volonté de satisfaire ses besoins de compétences, d'autonomie, de proximité sociale. Plus je me sens compétent, plus je me sens autonome, plus je me sens proche des personnes dans lesquelles je m'active et je vis, plus je vais ressentir du plaisir et de sens, et ça tombe bien en fait, parce que plus je vais du coup avoir une motivation de bonne qualité. À l'inverse, il se peut que dans certains environnements, on menace mes besoins psychologiques fondamentaux. C'est-à-dire que dans le monde du travail, finalement, on ne valorise pas mes compétences, on ne met pas en valeur ce que je sais bien faire. Au contraire, on m'humilie, on me rabaisse. Donc ça menace mon sentiment de compétence. Dans mon club, on me dit ce que j'ai à faire. Mon entraîneur, mon entraîneuse me disent ce que j'ai à faire sans me demander mon avis. Ou à l'inverse, on me demande comment je pense organiser ma semaine pour réaliser la prochaine course. Mais en tout cas, le sentiment d'autonomie peut être menacé dès que je suis plutôt directif. Et je contrôle en tout cas le fonctionnement d'une personne ou des personnes. Je peux menacer le sentiment de proximité sociale, c'est assez simple. Il faut être assez froid et distant avec les personnes qui nous entourent, assez peu parler, être assez peu bienveillant et compréhensif, et on peut assez facilement menacer le sentiment de proximité sociale. Donc voilà, c'est essayer de comprendre pour vous que voilà, c'est s'orienter du coup, cette mise en place de menaces des besoins psychologiques va générer évidemment des émotions très négatives en vous, de l'anxiété et de la colère, et de jouer en effet sur ce qu'on appelle la satisfaction, en tout cas, et la croissance de ces besoins. Et on va voir quelques outils à ce sujet. J'avais oublié du coup de compléter. Un des moyens aussi quand on commence à accompagner une personne ou à s'intéresser à un groupe de personnes, c'est du coup, ben voilà, est-ce que dans ta pratique du cyclisme, quels sont les moments de satisfaction que tu as eu au regard assez simplement de ta compétence, de ton autonomie, de ta proximité sociale? Qu'est-ce qui fait que tu te sens compétent? Les feedbacks de mon entraîneur, mes progrès, les feedbacks de ma famille, de mes parents. Qu'est-ce qui fait que tu sens que tu es frustré en fait, que ton sentiment de compétence est frustré ou menacé? Qu'est-ce qui fait que tu te sens autonome dans ta pratique? Est-ce qu'on te demande ton avis?
Est-ce que tu te sens connecté à ton environnement? Et en fait, déjà, la première étape, c'est de faire un état des lieux. C'est où en est la personne que j'accompagne et comment, finalement, où elle en est ici et maintenant, et lui demander comment je peux améliorer, en tout cas, la satisfaction de ses besoins. Donc voilà, c'est explorer différentes pistes qui pourraient participer à nourrir ses besoins. Donc ça passe par un entretien. Alors, ce n'est pas l'entretien clinique, hein, mais ça passe par des échanges avec, avec vos athlètes. Pour moi, il m'est difficile d'entraîner, en fait, ou d'encadrer mentalement et d'entraîner mentalement, ou même d'entraîner, je parle des petits jeunes que j'entraîne au basket, sans prendre le temps d'échanger avec eux. Alors, il y en a qui me disent, bah ouais, Virginie, tu fais des entretiens avec des enfants de 7 ans. Non, on fait, je ne fais pas des entretiens extraordinaires avec des enfants de 7 ans, mais je leur demande, qu'est-ce qui fait que tu peux te sentir compétent? Comment t'aimes qu'on te fonctionne, on demande ton avis? Alors évidemment, on ne demande pas l'avis de la même manière à un enfant de 7 ans qu'à un ado de 14 ans, mais voilà, qu'est-ce qui te plaît ici? Qu'est-ce qui fait que finalement on pourrait nourrir cette proximité sociale et ces échanges? Du coup, on en zoome sur ces 3 types de besoins et on arrive à ce qu'on appelle du coup le sentiment de compétence. Et comment en fait comprendre comment on peut le nourrir. Donc un des premiers leviers, il faut d'abord se centrer sur la question de la structure, c'est-à-dire que comprendre, je peux me sentir compétent uniquement en tant qu'athlète si je comprends ce qu'on attend de moi, si je comprends comment je m'intègre dans l'équipe, si je comprends comment je peux progresser. Et c'est tout le challenge et le défi des entraîneurs, des entraîneuses de partager en fait leur niveau de compétence technique, tactique, physique et psycho pour faire en sorte que l'athlète il y voie plus clair. Comment j'y arrive finalement pour me sentir compétent? Évidemment, du coup, ça renvoie à clarifier, à échanger sur ce qu'on attend de la personne. Et pour guider la personne, c'est lui donner du feedback, c'est faire des retours d'informations, c'est le questionner, c'est pouvoir en tout cas ajuster en fait. Si j'ai pas de feedback, je peux pas ajuster ce que je suis en train de faire, mon engagement sur tel exercice, etc., etc. Ça renvoie aussi du coup à ce qu'on appelle en fait le défi optimal, c'est la capacité à pouvoir fournir à ses athlètes des exercices, des tâches qui en renvoient la personne dans un certain défi optimal. Et c'est toute la difficulté dès qu'on a différents niveaux. Mais si la tâche est trop facile, je ne vais pas me sentir compétent. Et à l'inverse, si elle est trop difficile, je ne vais pas me sentir compétent. Donc la capacité à pouvoir fournir du défi et des tâches et des exercices adaptés, des objectifs adaptés à mes athlètes. Pas toujours simple. Et ça renvoie aussi à un point qui est important pour moi, et parce que c'est contre-culture, la culture française, où souvent on stigmatise ce qui ne va pas, c'est la tolérance à l'échec. C'est-à-dire que comment ça se passe si finalement dans mon club ou avec mon entraîneur, quand j'y arrive pas en fait, quand je ne suis pas compétent, quand j'échoue momentanément, quand je suis en difficulté, quand je perds, comment ça se passe? Je reçois des brimades, je suis humiliée, je suis taquinée, ou au contraire on tolère l'échec qui est source d'apprentissage et ça me permet du coup d'oser, de tenter des choses. J'ai trop souvent entendu qu'il y avait une athlète qui avait pris une échappée et qu'elle a été reprise par l'échappée et c'est dommage. Non, c'est pas dommage. C'est pas une erreur d'avoir fait une échappée, d'avoir été repris. C'est des opportunités qu'on saisit. Et puis après, on apprend petit à petit à maintenir son effort, peut-être à choisir le timing de l'effort, de l'attaque, etc., etc. Donc, il faut tolérer l'échec. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sanctionner. Il ne faut pas. Alors, des fois, ça va un peu loin sur les humiliations, mais même taquiner, même dire des choses de façon enrobée d'humour, ça veut dire que l'échec est rarement toléré et il faut le tolérer pour pouvoir apprendre. Ça renvoie à 2 choses. Ça renvoie que si je m'engage, et c'est là-dessus aussi sur lequel, pour moi, c'était important de revenir, quand je m'engage, c'est important d'insister sur les objectifs de progrès, ce qu'on appelle les buts de maîtrise, les buts de progrès. Trop souvent, quand je questionne les sportifs et les sportives, c'est quel est ton objectif? Mon objectif, c'est d'avoir une médaille, c'est de gagner, c'est de pouvoir être champion du monde, de pouvoir gagner le championnat de Ardèche, etc., etc. Mais en fait, dans la performance, on ne contrôle pas tout. Donc, il y a des éléments que je contrôle, c'est ma manière de me préparer. Donc, c'est bien d'avoir des objectifs de performance, mais il faut qu'ils soient situés au regard d'objectifs de maîtrise et de progrès, en fait. Des fois, je peux perdre pendant longtemps et pour autant, beaucoup progresser. Ce n'est pas un indicateur de mon sentiment de compétence, la performance, pas tout le temps. Des fois, je peux beaucoup perdre, mais par contre, parce que j'ai osé mettre en place des choses pendant la compétition,
toute la difficulté souvent de gérer ses émotions pendant la compétition, parce que j'ai osé mettre des choses et à force d'oser une fois, deux fois, tenter une attaque deux fois, trois fois, et ben je tolérer en fait ces pseudo-échecs me permet en tout cas d'avancer, de mieux me connaître et d'avancer. Donc vous l'avez bien compris, être capable du coup de tolérer l'échec et de le voir plutôt comme une source d'apprentissage. Ça me permet du coup de rebondir sur quel outil mettre en place. Il est important en tout cas d'insister sur quand tu te sens compétent, quel est le plaisir que tu ressens en fait dans le sentiment de compétence, et d'insister sur la capacité à valider des progrès techniques, tactiques, physiques et mentaux, d'avoir des fiches bilan. C'est le premier travail en fait. C'est pouvoir en tout cas, à l'idéal, moi c'est toutes les 6 semaines que je voyais mes basketteurs et mes basketteuses, et au moins une fois par mois pour mes athlètes que j'accompagne individuellement, mais pouvoir valider, ok, les objectifs c'était ça, et on en est où dans un mois après? Ah ok, ça a avancé, mais ça peut-être que ça nécessite plus d'entraînement, plus de séances, plus d'exercices. Peut-être que là on s'est trompé en fait, il faut s'entraîner différemment. Donc voilà, insister en tout cas avec des fiches bilan et des retours. Alors c'est pas tout noter, mais en tout cas être capable sur l'année en fait d'avoir des entretiens et de réguler ces sportifs. Je vous partage juste un outil qu'on avait fait à l'ASVEL quand je travaillais avec les jeunes du centre de formation. On avait identifié avec eux des objectifs de progrès, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Et en fait, au début de la saison, on était parti sur défense, attaque, physique et mentale. Donc, c'était des choix qui étaient faits en collaboration avec les entraîneurs. Mais pour nous, ce qui était important, c'était de pouvoir écrire, en fait, vers où on attendait, en fait, de proposer une structure vers où on attend le sportif, quoi mettre en place. Et tous les 6 mois, on réévaluait cette fiche. On l'avait déjà écrite. Alors, ça prend un peu de temps au début pour l'écrire, c'est vrai. On s'est restreint à un recto. Ça prend plusieurs entretiens pour que l'athlète ait compris. Mais c'est bien de revenir tous les mois ou tous les 2 mois sur cette fiche-là et de l'amender et de pouvoir l'ajuster à chaque fois. Si c'est pas écrit, il n'y a pas de structure, c'est difficile de se sentir compétent si j'ai pas écrit ce qu'on peut attendre de moi et les moyens pour l'atteindre. Je suis toujours étonnée quand les sportifs ils ont des entretiens avec leur entraîneur qui ne prennent pas de notes, toute la richesse en fait de ce qui est donné lors de ces entretiens. Du coup, ça me permet de rebondir sur la deuxième compétence qui est importante, c'est le besoin d'autonomie. Et c'est d'ailleurs celle qui nécessite le plus de challenge et qui est le plus difficile à mettre en place. Alors, il y a des termes un peu barbares, mais l'autonomie perçue, c'est finalement comprendre qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce que je contrôle en fait. Mon engagement, je le contrôle. Et comment finalement, dans mes objectifs que je mets en place, mon entraîneur peut demander mon avis, est-ce qu'il m'impose mes séances? Est-ce que je suis aux commandes de ma vie? Est-ce que je suis aux commandes de ma pratique sportive? Est-ce que je suis un peu aux commandes de mes contenus d'entraînement? Ou alors est-ce que je suis une personne pion et qu'on me dit ce qu'il y a à faire et finalement je suis qu'un agent? Donc du coup, ça renvoie vraiment à différentes conceptions et c'est pas simple hein, de pouvoir soutenir l'autonomie des enfants. Même avec des enfants de 7 ans, on peut soutenir l'autonomie des enfants. Vous pouvez leur dire, bah tiens, j'ai géré moi les 2 premiers échauffements, vous avez 10 minutes, c'est à vous de gérer l'échauffement qui va arriver et puis de mettre en place des plots et des situations pour bien vous échauffer. Donc voilà, l'autonomie, elle est développable, c'est pas le bon mot, elle peut se nourrir à tout âge et c'est important, vous allez voir que c'est vraiment important de pouvoir la nourrir. Ça renvoie aussi à la capacité, du coup, est-ce que j'ai un entraîneur, une entraîneuse ou des dirigeants qui me demandent mon avis, qui m'offrent des opportunités de choisir, ou est-ce que finalement, on me dit des choses que je dois faire de façon directive et il n'y a pas de co-construction. Et c'est plutôt aller vers la co-construction des aspects techniques et physiques et de l'entraînement, évidemment avec les outils de l'athlète, hein, évidemment que l'entraîneur en a plus, mais ça lui permet de développer son sentiment d'autonomie. Comment on peut faire développer l'autonomie? Évidemment que plus je me sens acteur et actrice, en fait, plus je me sens en commande de ma vie, plus ça va agir sur ma liberté et ben, de l'intensité que j'ai mis à l'engagement. Parce que, à part, j'aime pas bien cette forme-là, mais fouetter les gens pour qu'ils courent vite, il n'y a pas d'autre levier si ce n'est la motivation intérieure pour s'engager et être intense. Plus la personne va être autonome, plus je vais guider mon attention et ma direction vers des choses précises. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir, en tout cas, et comment agir dessus,
offrir des choix, en fait, en lien avec la motivation autonome. Hein. OK, il y a une séance de préparation physique. Quel thème tu veux faire, en fait? Cette semaine, on a le choix entre force, vitesse et endurance. Quelles sont, d'après toi, cette semaine, les thématiques qu'on pourrait faire en premier? Comment tu penses qu'on pourrait l'organiser? Sur la stratégie de course, quel est votre avis? Ça ne veut pas dire que je vais récupérer l'avis de l'athlète pour choisir la stratégie, mais au moins, je le demande. Souvent, d'ailleurs, quand je soutiens l'autonomie de l'athlète, et j'aime bien faire cette parenthèse-là, l'athlète est souvent surpris qu'on lui demande son avis. Et c'est des fois souvent perçu pour un manque de compétences de la part de l'entraîneur ou de l'encadrement. Tiens, il me demande mon avis, c'est qu'il ou elle ne sait pas, en fait. Donc voilà, ça résiste des fois parce que ce n'est pas habituel de soutenir l'autonomie dans nos modes pédagogiques. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'école? C'est souvent une modalité descendante, comme je le fais ici et maintenant, où je vous donne des contenus et je ne vous demande pas bien votre avis sur la motivation, même si je vous ai demandé des mots-clés. Mais quoi qu'il en soit, pour nourrir l'autonomie, c'est voilà, offrir des choix et pouvoir avancer sur des perspectives où l'athlète peut donner son avis et son regard et il s'engagera davantage. C'est fournir pour l'entraîneur, l'entraîneuse, les cadres et dirigeants des logiques explicatives pour étayer nos choix. Des fois, à un moment donné, évidemment que même si j'ai demandé mon avis, l'entraîneur il peut décider un peu différemment ou adapter. Mais derrière, il faut que moi, en tant que personne de l'encadrement, je fournis l'explication, en fait, mes choix. Pourquoi on va se guider vers tel objectif? Ouais, parce que c'est pour atteindre cette performance-là, il faut travailler la force, il faut travailler la communication dans la course, etc., etc. Voilà, c'est important en tout cas de pouvoir avancer sur le sentiment d'autonomie petit à petit. Troisième besoin, c'est ce qu'on appelle le besoin de proximité sociale, c'est-à-dire que on a tous envie en tout cas de se sentir connecté à son environnement. On a tous et comment finalement on s'intéresse forcément aux autres si on est amené à rouler ensemble. Sauf que cette interrelation, elle n'est pas tout le temps naturelle, elle n'est pas tout le temps juste, elle n'est pas tout le temps adaptée. Si on attend que la nature fasse effet, ça s'encadre en fait. C'est comment on s'intéresse aux autres. Et pour être impliqué dans un groupe, petit à petit, c'est aussi avoir des opportunités d'interaction. Pouvoir, en tout cas, s'exprimer dans le groupe. On va le voir après, il y a des rôles, il y a des leaders, il y a des équipiers, etc. Mais voilà, quelles sont les opportunités de m'exprimer? Est-ce que je peux m'exprimer sans être jugé, sans être coupé, sans être dénigré, et plutôt en étant valorisé? Voilà, et comment construire, en tout cas, cette identité de groupe? Qui sommes-nous? Qui suis-je? Quelles sont nos différences dans le groupe? Parce que, heureusement, on n'est pas tout le temps obligé d'être dans un consensus. Qu'est-ce qu'on peut apporter au club? Pourquoi on est là, en fait? Quel est l'objectif par rapport aux bénévoles? Qu'est-ce qu'on cherche à apporter par rapport à nos familles? Quelle est notre identité? Pourquoi c'est important de faire partie de l'équipe? Mais qu'est-ce que cette équipe, elle peut m'apporter aussi? Qu'est-ce que chacun des membres de l'équipe peut m'apporter? Quelles sont les valeurs du groupe? Tout ça sont des choses qui se construisent petit à petit, alors sous différentes formes, soit des causeries collectives, soit des entretiens individuels, des entretiens collectifs, soit déjà proposé en tout cas une façon de fonctionner au sein du club. Et du coup, ça renvoie aussi dans ce développement de proximité un travail sur la communication. Évidemment qu'on a tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il faut que chacun et chacune puisse s'exprimer dans une équipe. C'est pas parce que j'ai 10 ans d'expertise et 2 ans d'ancienneté dans le club que je n'ai pas vocation à m'exprimer tout autant que la personne qui est experte. Du coup, ça renvoie à avoir une certaine posture et pour le coup, la communication non violente est plutôt intéressante où je fais parler la personne sans forcément systématiquement rapidement la juger, la fait verbaliser et ça lui permet en tout cas d'avancer et de se construire dans l'équipe. Ça permet aussi ce temps de verbalisation aussi de qu'est-ce que tout à chacun peut apporter de positif à l'autre. Et j'aime bien, moi, mettre en place des choses pour apporter de l'énergie positive. Quand j'entends les athlètes dire, bah oui, mais l'entraîneur, il fait pas ça, il m'apprécie pas, etc. Mais qu'est-ce que tu fais toi aussi pour le rassurer, lui donner confiance pour qu'il t'apporte des choses? Est-ce que tu lui apportes ta gratitude, des émotions positives? Est-ce que tu félicites tes partenaires, tes coéquipiers? Qu'est-ce que tu mets en place? Voilà, c'est des fois intéressant. Il y a plein d'exercices de la gratitude, hein, de dire, bah, tiens, telle personne, elle m'apporte tel aspect dans la vie du groupe, telle personne, elle m'apporte tel aspect positif, etc., etc. Donc voilà, il existe des outils et des choses à mettre en place pour avancer sur cette question-là. On arrive vers la dernière ligne droite. Hein, je sais que ça avance et que je peux parler beaucoup, mais au-delà des sentiments de compétence et d'autonomie et d'affiliation, j'aimerais revenir sur 2 autres grilles de lecture, qui nous permettent en tout cas de nous motiver et de pouvoir avancer autour de ces sentiments, de ces besoins psychologiques.
On peut avoir deux façons. Généralement, on a des gens, c'est pour de façon assez caricaturale, soit on a des gens qui ont une mentalité fixiste, soit on a des gens qui ont une mentalité de croissance. Et j'insiste beaucoup sur mettre en place une mentalité de croissance. C'est-à-dire que la compétence, ça se développe. C'est pas du talent et c'est pas inné. Les gens qui ont du talent, s'ils y arrivent, c'est parce qu'ils travaillent, c'est parce qu'ils mettent des choses en place. D'accord? Donc, les tâches de défi, quand je suis dans une mentalité de croissance, pour moi, c'est pas prouver aux autres que je suis le meilleur, mais c'est me développer. Quand je rate quelque chose sur la question de la motivation, de l'émotion, pardon, quand je rate quelque chose, je suis déçue. Mais je suis pas nulle. Je suis pas moins que rien. Quand je suis pas efficace au niveau des pensées, c'est pas, je dis pas, bah, je suis pas douée, tout le monde est contre moi, c'est la faute des commissaires, c'est la faute du leader, c'est la faute du coach. Non, j'ai pas vu la bonne stratégie, je me suis peut-être pas bien préparée. Je peux questionner ma préparation, les débriefs avec mon coach, etc. En compétition, voilà, si j'abandonne, pas parce que je réussis pas, je dois travailler autrement, me questionner. En termes d'efforts, eh ben, c'est fournir des efforts pour optimiser mes chances de réussir. Et pas dire, bah non, j'ai pas de talent, je fournis pas d'efforts. Donc, c'est vraiment à essayer de construire une mentalité orientée vers la croissance et déconstruire cette mentalité fixiste qui fait que la compétence, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Au contraire, c'est quelque chose qui se développe et qui s'entraîne. Et au travers de mes événements, en particulier mes victoires, mes défaites, il y a des choses à mettre en place. Ça, c'était important. Et l'autre chose, on arrive après sur le résumé, c'est l'explication de mes performances. C'est important de donner du sens à ces performances et l'entraîneur et l'entraîneuse a un rôle très important. Les parents ont un rôle important aussi sur quand je réussis, quelles sont les raisons que j'invoque et quand j'échoue, quelles sont les raisons que j'invoque. Et c'est, je ne peux pas dire que je perds à cause des autres personnes systématiquement, de la même manière que je ne peux pas dire que je gagne et que c'est de la chance. Donc, trop souvent, d'ailleurs, les femmes et les filles disent qu'elles ont gagné parce qu'elles ont de la chance, parce qu'on est socialisé. On ne va pas faire un cours sur l'éducation, la socialisation genrée, différenciée dans notre société, mais souvent, les femmes, elles disent qu'elles réussissent par chance, alors qu'elles ont travaillé, elles se sont entraînées, elles ont de la compétence. Et c'est faire en sorte qu'on explique nos réussites au travers de facteurs qu'on contrôle. Est-ce que j'ai réussi parce que j'ai utilisé la bonne stratégie, parce que je me suis bien concentrée, je me suis bien préparée? Essayer de comprendre ma réussite au travers de causes internes et contrôlables, qui sont propres à moi. Et des fois, bon, bah, si j'ai échoué, on va pas non plus se bafouer et dire, bah ouais, c'est parce que je me suis pas bien entraînée. Des fois aussi, pas de chance, pas la bonne stratégie, ou des fois, c'est intéressant de ne pas insister trop sur des raisons internes lorsque j'échoue, mais d'être juste. Mais voilà, d'être pouvoir expliquer mes réussites avec des causes internes et contrôlables. C'est toute l'explication de mes performances. Donc, on arrive à la dernière ligne droite et j'en aurais terminé parce que le temps passe vite. C'est le modèle, en tout cas, de la théorie d'autodétermination où ensemble, j'ai essayé de vous présenter, en tout cas, que soutenir l'autonomie, soutenir la compétence, soutenir la proximité sociale permet finalement auprès de l'athlète de nourrir ces trois besoins-là. Et ça, c'est l'entraîneur, les parents, l'environnement qui le permet, le club. Et ce qui m'oriente, du coup, plus je satisfais mon autonomie, ma compétence, ma proximité sociale, et plus je vais être vers une motivation, ce qu'on a appelé tout à l'heure autonome, une motivation où je prends du plaisir, où je mets du sens. Et c'est ce concept-là qui renvoie, du coup, à la capacité à bien se sentir et à ressentir des émotions positives. Donc voilà, c'était important de mettre ce modèle-là juste pour reprendre finalement dans ma présentation le message à retenir, nourrir les besoins psychologiques, comprendre la qualité de la motivation. Et moi, en tant qu'entraîneur, être capable d'offrir de la structure, d'aider l'athlète à savoir où il va et pas être dans le laisser-faire et dans le chaos et d'être dans la non-explication. De soutenir l'autonomie plutôt que de contrôler l'athlète, de lui demander son avis. Et de l'inviter à s'impliquer, à verbaliser, à parler, à prendre la parole, à s'engager dans la vie de l'équipe, plutôt d'avoir un fonctionnement froid et hostile. Donc c'est un peu le rôle, en tout cas nous, athlètes, entraîneurs, encadrants, etc., de pouvoir agir là-dessus. Donc voilà un peu sur cette thématique qui est complexe, hein, qui est sur la question de la motivation, en espérant que ça vous ait donné des éléments de réflexion. Et je reste disponible pour répondre à vos questions. Ok, merci beaucoup Virginie pour cette présentation. Voilà, dans le timing, allez, on va dire que tu as été efficace.
On voit que très clairement la motivation, hein, c'est très large et ça mériterait bien plus de temps de prise de parole de ta part. Bon, tu as été, à mon sens, exhaustif, pardon. Donc voilà. La réflexion que je me suis faite, hein, tout au long de cette présentation, c'est que au final, c'est beaucoup de choses que l'on voit dans les clubs, que beaucoup d'éducateurs ou d'entraîneurs font, voilà, de manière peut-être naturelle, mais que voilà, la préparation mentale permettrait de structurer tout ça et voilà, de mettre en exergue encore plus ce développement ou cette optimisation de la motivation. Donc voilà, ce que je vous pardon, je vais me reprendre. Ce que je vous invite à faire, c'est, si vous le souhaitez, donc poser une question soit à l'oral, donc vous enclenchez votre micro et vous nous interpellez, ou alors vous tapez votre question dans la conversation sur la droite de l'écran. Tout du moins, j'avais une question qui m'avait été posée au préalable, qui me semble pertinente. Virginie, c'est est-ce qu'un trop-plein de motivation peut nuire à la performance? Parfois, on dit, tu sais, trop de ça tue. Voilà. Ben, là, la question, je ne sais plus qui exactement l'a posée, mais voilà, c'était une question qui me paraissait intéressante. Ça renvoie du coup à la question de la quantité et la qualité de la motivation. Le trop-plein de motivation, en tout cas pour moi, la question c'est de se dire pourquoi la personne elle est motivée. D'accord? Alors, dit autrement, il n'y a pas trop plein de motivation, il y a peut-être surinvestissement, peut-être des objectifs de performance, c'est-à-dire la volonté de bien faire en fait et d'être perfectionniste. Et c'est vraiment questionner du coup qu'est-ce qui fait que finalement tu es hyper engagé, hyper entraîné et quelles sont les raisons qui fait que tu t'engages énormément. Et puis des fois, c'est des fois si on y met du sens et on y prend plaisir, ça va, mais dès qu'on n'y prend plus plaisir et plus trop de sens, c'est là où c'est compliqué en fait. Ouais. Du coup, j'ai essayé Ouais. de... On a une question qui est apparue de Ouais. Béatrice. Et c'est une question qui me paraît tout à fait dans le contexte actuel, hein. Béatrice pose la question, comment peut-on garder la motivation de nos coureurs lorsque l'on n'a pas d'objectif réel de compétition ou pas d'échéance précise? C'est vrai que là, bon, même si le brouillard se dissipe par rapport à ce calendrier voilà, qui va, on l'espère, se produire, on a quand même des incertitudes. Voilà, par rapport à ça, Virginie, Ouais. quelle est ta réponse? Alors c'est vrai que quand il y a eu cette période de la crise sanitaire et les 4-5 athlètes que j'accompagne individuellement, ils étaient désemparés en fait, ils étaient démotivés, il n'y avait plus de course. Il n'y a plus de course, surtout que pour certains et certaines, ils étaient affûtés comme des gardons pour se préparer pour les courses. Et du coup, il n'y a plus d'objectif de performance. Donc la question, c'est de réévaluer la situation et d'admettre qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et en tout cas, cette situation, en tant que sportif, je ne contrôlais pas le confinement et cette situation-là. Donc ça, il faut l'accepter. Des fois, ça prend un peu de temps. Donc j'ai eu des athlètes qui passaient d'un état de colère à d'énervement. Et après, on a essayé assez rapidement de travailler ensemble sur le fait comment je peux réinvestir cette motivation et comment je peux profiter de ce temps différent pour me fixer de nouveaux objectifs. Donc assez rapidement, dès la première séance, pour moi, l'enjeu, c'était de fixer d'autres objectifs. De performance, j'en avais pas, des courses, j'en avais pas, ou alors les courses virtuelles sur Home Trainer. Mais finalement, sur cette fenêtre-là, comment je peux encore davantage travailler mentalement? Est-ce que je peux utiliser d'autres supports qui peuvent être la vidéo, qui peuvent m'aider en tout cas? Souvent, en fait, on se plaint de ne pas avoir le temps de travailler individuellement sur soi ou de ne pas faire du travail vidéo. Et en fait, cette fenêtre du confinement a été une opportunité de travailler davantage mentalement, davantage sur de la vidéo et de travailler davantage sur soi. Et du coup, c'était se fixer de nouveaux objectifs, mais de progrès et de maîtrise et pas de performance. Donc voilà, c'est sûr que vous me direz aujourd'hui, il n'y a encore pas de courses qui sont affichées, ceux qui ont préparé un peu les mondiaux, ou même quelle que soit le course, il n'y a encore toujours pas de course, ça commencera à faire long. Mais comme disait Emilien, on commence à y voir plus clair sur les objectifs. Et voilà, en tout cas, il y a eu un moyen transitoire avec des courses virtuelles qui a permis de répondre à cette question d'engagement et de motivation. Mais quand on s'est fixé des nouveaux objectifs assez rapidement, mais à court terme en fait, parce que finalement, ça, on s'est
Ça a duré 2 mois le confinement, mais du coup, on savait déjà avant 15 jours avant la fin du confinement qu'il y allait avoir certaines, peut-être des courses, donc ça a ravivé un peu l'engagement. Mais voilà, comment réinvestir cette énergie différemment? Et c'était tout l'enjeu en fait, de réécrire. Et moi, je passe toujours par l'écrit avec les athlètes. Les nouveaux objectifs qu'on peut se fixer là, sur cette semaine, sur dans les 15 jours, sur dans les 3 semaines, etc., etc. Ok. Si vous avez des questions, d'avoir n'hésitez pas. répondu. Si, ouais, très très clair. Pour moi, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est le cas. Voilà, Béatrice te remercie. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Après, bon, on est arrivé au bout de l'heure qui nous était impartie, mais on peut déborder si vous le souhaitez. Bon, pas trop, hein, forcément, parce que il y a Vous pouvez la poser de vive voix aussi, hein, si vous Oui, cliquez sur voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Peut-être après, Virginie, si tu avais, alors, je sais que c'est délicat et c'est complexe, mais peut-être en une phrase assez rapidement, qu'est-ce qu'un éducateur qui va voir ses jeunes ce week-end, voilà, quelle posture il doit avoir, tout simplement en fait. On l'a compris tout au long de ton exposé, mais voilà, quels sont les mots-clés, les comportements clés à avoir? Pour moi, il est important. On ne peut pas dire qu'une personne n'est pas motivée. Ça, vous l'avez peut-être perçu au travers ma présentation. C'est trop réducteur, mais par contre, c'est comprendre pourquoi les gens ils s'engagent. Pourquoi finalement, après cette période de confinement, je suis revenue à l'entraînement? Qu'est-ce que je recherche? Comment s'est passée cette période-là? S'intéresser à l'individu, s'intéresser à la personne, comment elle a fait face à la situation. Et qu'est-ce qui te remotive en fait à revenir? Et du coup, alors moi, je fais beaucoup parler de mes petits jeunes de 7 ans, mais c'est passer du temps à questionner chacun. Alors des fois, moi, je le fais en groupe. Les 10 jeunes, je dis, bah, tiens, pourquoi vous êtes là? Tiens, chacune s'exprime. Des fois, de manière individuelle. Alors, on ne fait pas des entretiens sur un bureau, mais qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce qui t'engage? Qu'est-ce qui te motive? Et je trouve que plus on pose la question aux personnes qu'on encadre, plus on va arriver à répondre à leurs attentes et des fois à modifier des raisons d'implication. Si la raison d'implication, c'est à chaque fois gagner et ramener la médaille, c'est bien. Sauf que dans la performance, je le répète, on ne contrôle pas tout. Et le jour où je ne vais pas gagner, je vais être déçu. Mais des fois, je peux perdre et ne pas être déçu parce que j'ai atteint des objectifs autres qui sont ceux de la performance. Et se déconstruire et se détacher de la performance. Le sport, de façon intrinsèque, il renvoie à la compétition, il renvoie à la performance. Donc, c'est pour l'éducateur, c'est s'intéresser à l'individu, pourquoi il s'engage, et les jeunes, ils vont le dire avec leur propre mots, parce qu'on sait que les raisons de l'engagement, elles sont apprendre, être en groupe, gagner, se reconnaître dans sa pratique. Donc, finalement, le mot pour l'éducateur et l'éducatrice, c'est être attentif individuellement à l'investissement et à l'engagement de nos jeunes. Ok, très bien. Vous voyez, hein, enfin, c'est pas forcément quelque chose qu'on pense au premier abord pour vraiment développer la motivation, hein. Il y a des croyances qu'il faut aussi casser et qu'il faut voilà, reconstruire avec des choses qui ont été prouvées scientifiquement. Et du coup, pour rebondir là-dessus, moi je passe beaucoup de temps à discuter avec les parents aussi. C'est-à-dire que on a un rôle aussi. Les parents, on verra sur un autre séminaire du 16 juillet, mais ils ont aussi des objectifs dans la pratique de leur enfant et ils ont un rôle en fait pour nourrir le sentiment de compétence, d'autonomie, de proximité et les raisons d'engagement de la pratique. Non, non, si tu as perdu, c'est pas grave. L'objectif, c'est que tu te fasses plaisir et que tu appartiennes à un collectif. Donc, on a des choses à faire dans notre discours. On a une petite question qui est apparue, du coup. Le fait de fixer des objectifs pour motiver un athlète jeune qui n'est pas très axé compétition nationale. Non, non. Vas-y, Mignon, comment tu l'as traduit? Peut-être juste répéter la question pour ceux qui verront la vidéo parce qu'ils n'ont pas accès aux de conversation. C'est David qui la pose. C'est le fait de fixer des objectifs pour motiver un athlète jeune qui n'est pas très axé sur la compétition, mais plutôt le loisir. Cela ne peut-il pas engendrer une sorte de contrainte pour les jeunes qui peut accentuer une démotivation? Et après, il donne son avis. Toute la difficulté, évidemment, c'est d'avoir des groupes hétérogènes et d'avoir des gamins, des gamines orientés vers la compète et d'autres qui sont orientés vers le loisir.
Et pour autant, il faut qu'on réponde à ces objectifs-là. Mais la personne qui est là pour le loisir, si son objectif c'est de se faire plaisir, la question c'est comment elle se fait plaisir. Moi, je sais que je me fais plaisir en maîtrisant plus des habiletés techniques, en progressant. Il y en a, ils se font plaisir peut-être juste en faisant du vélo et en contemplant l'environnement. Donc, et peut-être et c'est pour ça qu'il faut connaître les motifs d'implication, parce que peut-être il y en a, ils viennent juste pour être en groupe. Et dans ces cas-là, il n'y a peut-être pas d'objectif écrit de progrès, en fait. Et que l'enjeu, il est peut-être de favoriser l'interrelation dans l'équipe. Donc, il n'y a peut-être pas tout le temps besoin de se fixer des objectifs. Ou alors, s'il y en a, c'est de participer à la vie de groupe. J'ai essayé peu ou prou de répondre à cette question-là, mais c'est souvent le challenge et de répondre aux besoins des gamins et des gamines qui ne sont pas là forcément pour la compétition. Peut-être qu'ils y viendront tôt ou tard, mais ils ont une qualité de motivation qui est différente et un engagement qui est différent. Il faut répondre à ces besoins-là. C'est tout comme, en fait, à partir d'un certain âge, des gens qui viennent pour le bien-être physique et mental et qui ne sont pas du tout sur les aspects performance, mais qui font, par exemple, on va faire un petit coucou à la course l'Ardéchoise, qui a malheureusement pas eu lieu et qui passe près de chez moi. Il y en a qui viennent pour faire de la perf, et il y en a qui viennent pour être ensemble, pour être dans un gîte. Il y en a qui viennent pour faire les 100 km ensemble, être en groupe. Il faut les connaître, les raisons d'implication. Donc voilà un peu le... Et voilà, on en revient aux fondamentaux aussi de la pédagogie, c'est qu'il y a nécessité d'adaptation à l'individu et puis d'individualisation. Donc voilà, je pense que par rapport à tout ce que tu as pu dire tout au long ça conclut bien en fait ton exposé. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va conclure sur ceci. Je remercie encore une nouvelle fois Virginie pour la qualité de cet exposé qui était vraiment très intéressant et instructif, qui a permis d'avoir à la fois l'aspect théorique et pratique de la motivation. Pour ceux qui le souhaitent, on pourra diffuser, on en avait parlé avec Virginie, son diaporama, comme ça vous aurez tous les éléments si vous voulez vous replonger dedans. Et puis voilà. Prochain rendez-vous avec Virginie, ça sera donc le 9 juillet sur le thème de la gestion des émotions. Le 16 juillet, vous aurez pareil une intervention de Virginie sur le rôle des parents. Donc là, hyper intéressant aussi. Vous allez recevoir juste après là un petit mail pour voilà, en gros faire un retour sur le déroulement de cette visioconférence, faire un retour entre guillemets qualité, et puis vous aurez aussi les liens d'inscription pour les prochaines visioconférences. Voilà, donc n'hésitez pas à poser Si vous avez des questions post-exposé, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un mail, je le renverrai à Virginie, et puis voilà. Vous avez par ailleurs mon adresse mail qui est sur le diaporama, donc n'hésitez pas à venir chercher des informations supplémentaires, si vous voulez des outils aussi que on pourra partager avec Emilian. Et je terminerai juste là-dessus. En tout cas, merci d'avoir cette opportunité d'échange. C'est pour ça que l'échange n'est pas terminé et que si vous voulez encore discuter de la motivation sur une autre manière, c'est toujours possible. Et vraiment dans la volonté de pouvoir partager grandement toutes ces thématiques autour de la préparation mentale. Parfait. Du coup, à Jean-Paul Narc, j'ai aperçu aussi. Merci à tous et puis bonne soirée et à bientôt. Au revoir, merci.